Mélanie Perron, France Boisclair, Christiane Guilbeault et Marie-Claude Gay. Madame Marie Beaulieu est titulaire de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Donc, j'aimerais mentionner que cette chaire est financée par le gouvernement du Québec via le plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance ou le PAM2, donc 2017-2022. Cette chaire est rattachée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke et ce bureau se trouve au Centre de recherche sur le vieillissement. Donc, d'où vient la pertinence d'un tel projet portant sur la maltraitance vécue par les personnes proches aidantes? Donc, on peut dire ce qui est le plus véhiculé publiquement et de nombreux projets de recherche se sont attardés à saisir la dynamique de la maltraitance qui est commise auprès de la personne aînée aidée. Donc, la maltraitance qui est commise par la personne proche aidante. Principalement, la situation est expliquée par le fardeau et l'épuisement physique, psychologique, monétaire et social associés à cette aide récurrente. Il existe que très peu de projets qui s'étaient intéressés à la dynamique inverse, donc la maltraitance de l'aidé envers l'aidant. Il est donc important de déconstruire ces préconceptions et d'être attentif aux indices pouvant laisser penser que les proches aidants peuvent aussi être maltraités. Cela permet d'initier une prise de conscience et d'aller chercher du soutien si le proche aidant le souhaite. L'objectif général de la recherche qui a été menée, comme je mentionnais tantôt, entre 2018 et 2021, était de favoriser la sensibilisation à la maltraitance envers les aînés proches aidants et les proches aidants d'aînés dans une perspective de mobilisation des connaissances et des communautés locales et régionales. Pour mener à bien cette recherche, nous avons utilisé 4 méthodes que vous voyez sur ce diapo. Donc, 4 méthodes de collecte des données. Nous avons commencé par une recension des écrits sur ce sujet qui nous a permis d'analyser 53 documents, excusez-moi, des entrevues individuelles, avec 15 proches aidants maltraités et 18 groupes de discussion, soit 13 groupes qui ont regroupé 95 proches aidants et 5 groupes avec 43 intervenants. Enfin, 3 forums régionaux de consultation pour valider les outils qui ont été développés dans le cadre de cette recherche-action a fini la collecte de données. Donc, ces forums ont eu lieu à Lévis, à Trois-Rivières et à la fin à Laval. Ce ne sont pas moins de 433 personnes proches aidantes et intervenantes dans 11 régions administratives du Québec qui ont été mobilisées dans cette recherche. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Oui, on entend bien. Merci beaucoup. Je m'excuse, ça n'arrête pas de changer les diapos. Honnêtement, je n'ai aucune idée comment avoir un petit peu plus de contrôle sur cette présentation-là. C'est beau. Merci. Donc, dans notre recherche, nous avons identifié 4 sources ou 4 provenances de la maltraitance que vous voyez sur cette diapo. Donc, nous pouvons dire que la maltraitance proviendrait surtout des institutions, donc par le biais des intervenants ou des professionnels, puis de l'entourage, donc soit des proches, les proches, la famille, les amis ou les voisins. Ensuite, ce sont les personnes aidées qui maltraiteraient le plus les personnes proches aidantes et dans une moindre mesure les aidants eux-mêmes. Donc, quelles que soient les sources de la maltraitance, ces manifestations ou ces formes peuvent être regroupées en 7 catégories que vous voyez sur cette diapo. Ils sont surlignés en bleu, donc à l'intérieur
de ce cercle. Donc, chacune de ces 4 sources qu'on a vues sur le diapo précédent, donc les institutions, l'entourage, la personne aidée et la personne proche aidante, pourrait chacune à sa façon, à un moment ou à un autre dans le parcours du proche aidant, être maltraitant en utilisant l'une ou l'autre de ces formes. Donc, la première forme, c'est imposer le rôle et surresponsabiliser le proche aidant. Le deuxième, porter le jugement sur ses façons de faire. Ensuite, normaliser le rôle de proche aidant et de la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle. Nier l'expertise de la personne proche aidante et sa contribution familiale et sociale. Nier les besoins de la personne proche aidante. Utiliser de la violence psychologique, physique ou sexuelle envers la personne proche aidante. Et enfin, contribuer à l'appauvrissement de la personne proche aidante. Donc maintenant, nous verrons les exemples concrets de comment chaque source peut utiliser ces différentes formes de maltraitance. D'abord, des exemples d'imposition du rôle de proche aidant, de négation de son expertise et de ses besoins provenant des institutions. Donc ici, essentiellement, vous voyez les extraits de verbatim qui ont été tirés soit des entrevues individuelles ou des groupes de discussion qui ont eu lieu auprès des personnes proches aidantes ou auprès des intervenants. Donc, vous êtes encore capable de le garder, madame. Voyons donc. J'attendais des remarques très déplacées, des remarques qu'on ne fait pas normalement quand on a une éthique du style « Qu'est-ce que vous faites là encore? Vous n'avez pas compris, il ne reviendra pas votre mari. Il serait très surpris. Il serait très surpris de voir dans quel état il est aujourd'hui. » Puis enfin, le troisième verbatim qui est associé, donc celui-là que vous voyez à votre gauche, le deuxième. Tu vas parler aux intervenants, ils se sentent menacés, accusés, ils vont t'effacer ou en fin de compte, ils répondront pas à tes appels ou tu pourras jamais les rencontrer. Ils disent, bon, le fatigant, la fatigante qui arrive encore. T'es perçu comme ça? Moi, ce que je voyais, c'est que plus j'avançais, plus on me tassait. Voici maintenant des exemples d'imposition du rôle de proche aidant, de jugement, de négation de la contribution familiale du rôle et de négation des besoins provenant de l'entourage cette fois. Donc, à gauche, vous voyez le verbatim, ils disent « T'es donc bien bonne, moi je ne serais pas capable. » Ça veut dire « Demande-moi pas de t'aider. » Maintenant, l'exemple de verbatim qui est associé aux portées de jugement sur les façons de faire de la personne proche aidante. Les autres ne t'aident pas, ça critique tout ce que tu fais et ils t'abaissent. Puis finalement, le dernier verbatim qui est associé au fait de nier l'expertise de la personne proche aidante et sa contribution familiale et sociale. De quoi tu te plains? Il a l'air bien. Parfois, on minimise notre rôle. Donc, ils ne pensent pas qu'on pourrait avoir besoin d'aide. Ou si on le demande, ils ne voient pas l'utilité. Donc, on continue. Voici maintenant des exemples de normalisation du rôle de proche aidant, de jugement ou d'utilisation de violence psychologique de la part de la personne aidée. Donc, le verbatim qui est associé au fait de normaliser le rôle de la personne proche aidante et la maltraitance vécue dans l'exercice de ce rôle. C'est quand on offre du répit à l'aidant, mais il ne peut pas parce que l'aidé n'accepte pas. Il n'accepte personne à domicile autre que le conjoint ou l'enfant, pas d'étranger.
Le deuxième verbatim associé au fait de porter de jugement sur les façons de faire de la personne précédente. Peu importe ce qu'on fait, c'est un gouffre sans fond. Et ce qu'on fait, n'est jamais correct. Enfin, le verbatim qui est associé au fait d'utiliser la violence psychologique, physique ou sexuelle envers la personne précédente. Puis je trouve que cette verbatim est très, très parlant. Moi, mon expérience, c'est le dénigrement. Pour moi, c'est une forme de violence. Ça amène des frictions de temps en temps, chaque semaine de me faire dire « T'es pas mal grosse. Faudrait bien que tu te prennes en main. Tes dents sont bien croches, t'as pas beaucoup de cheveux sur la tête, on voit ton crâne. Ça fait 40 ans que je m'occupe d'elle. Je suis là à aider quelqu'un qui me rabaisse, qui n'est pas capable de me dire merci. » Donc, ça, c'est un exemple de verbatim qui provient d'une personne procédante qui est procédante de sa mère. Ça va jusqu'à présent? Vous m'entendez toujours? Merci beaucoup. Oups. Puis enfin, même le procédant peut être maltraitant envers lui-même. Voici des exemples de procédants qui nient leurs propres besoins ou qui contribuent à leur propre appauvrissement. Donc, le verbatim que vous voyez à gauche qui est lié au fait de nier les besoins de la personne procédante. Des fois, l'aidante est gentille, mais des fois, elle a son voyage. Elle a perdu 20 livres. Il fait pas grand-chose pour elle dans une journée. Il faut s'aimer assez. On n'a pas appris ça quand on était jeune. C'est notre génération, ça. Puis enfin, le dernier verbatim qui est associé au fait de contribuer à l'appauvrissement de la personne procédante. On est maltraitant envers nous-mêmes. On ne prend pas soin de nous puis de nos finances. On s'abandonne. On n'a plus de vie, plus de linge. Je n'ai pas le droit d'aller chez la coiffeuse au cas où j'aurais besoin de 20 pièces pour aller à l'hôpital en pleine nuit. Alors même si je suis fatiguée, je veux faire un détour, mettre de l'essence au cas où. On se met dans les conditions extrêmes, on ne prend pas soin de nous, fait qu'on se maltraite nous-mêmes. Donc, cette recherche a permis de concevoir une boîte à outils, comme je mentionnais au tout début, qui contient une affiche. Donc, l'affiche, vous le voyez à gauche de cette diapo, un guide d'animation, ça c'est la deuxième image. Cette guide d'utilisation est utilisée conjointement avec la fiche et 3 dépliants qui sont adaptés à différents publics. Donc, soit intervenants, entourage ou personnes procédantes. La boîte à outils contient également 3 capsules de présentation qui portent sur la recherche-action et ses résultats, ainsi que la présentation de la fiche. Donc, je vais le présenter aussi à la fin de cette présentation. Donc, tous ces outils sont disponibles ou vont être disponibles dans leur totalité sur le site de regroupement des aidants naturels du Québec dans l'onglet maltraitance envers les personnes procédantes. Donc, ils peuvent être consultés en tout temps, c'est gratuit. On peut les télécharger. On peut également avoir les versions imprimées. Il suffit juste de faire la demande par écrit au RAMP, puis ils vont vous transmettre des outils. Donc, comme vous voyez sur cette diapo, la fiche s'intitule « La bientraitance des personnes procédantes, une responsabilité partagée ». Donc, notre idée de base était de concevoir la procédance comme un parcours au cours duquel la maltraitance peut être présente. Il faut cependant garder à l'esprit que toutes les personnes procédantes ne sont pas maltraitées dans l'exercice de leur rôle et que la maltraitance est perçue différemment selon les personnes et les contextes. Maintenant, on discutera de la fiche dans son ensemble. On prendra des petites sections à la fois. Donc, vous voyez sur la fiche 7 différentes situations. Puis maintenant, on va zoomer sur chacune de ces situations-là. Mais avant de faire ça, je vous montrerai la fiche un petit peu plus de près. Donc, comme je mentionnais précédemment,
L'idée était de concevoir la proche-aidance comme un parcours au cours duquel la maltraitance peut être présente. On ne voit donc le chemin de la proche-aidance et des aidants qui sont dans le chemin, donc qui sont situés sur le chemin ou qui sont situés autour de ce chemin. Chaque proche aidant est identifié avec un dossard suivant l'analogie de la course. Donc, le parcours de proche aidant est différent pour chacun. Ça peut être un marathon, un sprint, une course à relais, une course à obstacles. Tout au long du chemin, il y a des intervenants, des membres de l'entourage et des aidés. Il y a également des exemples de bientraitance qui sont illustrés sur l'affiche, ainsi que des exemples de maltraitance. Nous allons maintenant zoomer sur les personnages, excusez-moi, et les images pour les isoler. Donc, maintenant, je vais vous présenter chacune de ces situations, puis je vous ferai la présentation générale, donc qu'est-ce qu'on voit sur cette image. Puis ensuite, je vous demanderai de quelle situation, de cette situation où des intervenants, parce qu'il y a des intervenants maltraitants, mais également des intervenants bien traitants, ainsi que l'entourage bien traitant, entourage maltraitant et bien traitant qui sont présents sur l'affiche. Puis ça va être vous qui vont décider, choisir des situations sur lesquelles on va pouvoir discuter ensemble. Donc, rapidement, la première situation que vous voyez sur cette diapo, c'est la situation démoniaque. Donc, c'est l'aidante numéro 1. C'est une intervenante. On voit sur cette image une intervenante donc, qui est habillée en blanc et en bleu, qui ajoute des feuilles au sac de la personne proche aidante. Donc, quand je vous ai mentionné tantôt, des proches aidants sur la fiche sont identifiés avec les dossards rouges. Ils sont identifiés aussi avec le numéro. Les intervenants, eux, ils n'ont pas de numéro ou de dossard. C'est uniquement des proches aidants qui sont identifiés avec des dossards. Donc, dans cette situation, on voit une intervenante qui ajoute des feux au sac de la personne proche aidante qui sort du CLSC et qui tente avec difficulté, parce qu'il y a, vous voyez, il y a un trou devant elle, de reprendre la route principale, donc le chemin de la proche aidance. On voit qu'il court, qu'il est épuisé et est écrasé par le poids des informations qu'il a reçues. Puis à gauche de l'image, vous pouvez lire des exemples des questions qui peuvent être abordées. Donc, il y a plusieurs réponses qui sont possibles à ces questions. Il y a vraiment chacun peut voir quelque chose de différent dans cette situation. L'image est un prétexte, un catalyseur afin d'aborder la maltraitance envers les personnes proches aidantes. Donc, toutes les réponses sont possibles et peuvent être envisagées. Donc, on poursuit rapidement. La deuxième situation, c'est la situation de Pierre, qui est notre aidant numéro 2. Donc, on voit que Pierre est perdu dans le parcours. Il est désemparé, il est seul au milieu de la route. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là, il ne sait pas où aller, il s'y questionne, il ne comprend pas ce qui lui arrive depuis l'hébergement de son conjoint ou le diagnostic de son enfant. Donc, vous voyez, on peut vraiment interpréter qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il se retrouve dans cette situation. Puis, même chose ici que sur le diapo précédent, les questions que vous voyez à gauche, ils servent de guide pour la discussion. Donc, maintenant, la situation 3, la situation de monde qui illustre la difficile conciliation de plusieurs rôles, travail, famille et proche aidance dans une journée type d'une personne proche aidante. Maud est de la génération sandwich, ce qui signifie qu'elle doit prendre soin d'un parent âgé tout en étant responsable d'un enfant qui peut lui aussi être en situation de handicap. On voit que Maud, elle se dirige droit vers un cul-de-sac dans cette difficile conciliation de ce rôle.
Maintenant, la situation 4 qui illustre une personne procédante. Donc, on voit son dossard avec le numéro 4. Donc, on voit qu'il est exclu et situé en retrait de la discussion que les professionnels sont en train de mener avec les dés. Puis encore une fois, vous voyez des exemples de questions à gauche. Maintenant, la situation 5 et 6. Donc, vous voyez ici deux proches aidants qui sont identifiés avec les dossards numéros 5 et 6. Donc, on peut dire que cette situation est particulière. Elle illustre un couple âgé dont on ne sait pas qui est la personne proche aidante dans cette situation. Est-ce que c'est le monsieur? Est-ce que c'est la madame? Ou ça se peut que ce soit les deux aussi en même temps? Messieurs, visiblement, il a l'air fâché. Madame semble ne pas prendre soin d'elle. Vêtements débraillés, cheveux ébouriffés. Madame avance à petits pas à cause de la lourdeur de ses sacs. Il peut s'agir d'un couple de proches aidants de leur enfant adulte, par exemple. Monsieur, on voit qu'il est en colère parce qu'il ne se sent pas écouté, aidé dans cette situation. Puis on se demande aussi qui est le proche aidant de qui. Maintenant, la septième situation, la situation de Rachid, qui est une jeune personne proche aidante. On voit, vous ne voyez pas l'affiche dans sa globalité, mais on va y revenir. Puis sur l'affiche, on voit qu'il avance très bien. On voit que son aidant est coopérative. Il y a une pouce en l'air. La proche aidante soutient Rachid et elle est reconnaissante. Il accepte aussi l'aide qu'il reçoit. Mais on voit sur cette image que Rachid et probablement sa grand-mère rencontreront toutefois sur leur chemin un obstacle. Donc, vous voyez un tronc d'arbres et des branches devant leur parcours. Puis ça se peut que ces branches, ils vont les ralentir dans leur parcours. Donc, les branches, elles peuvent illustrer la notion de risque, même si tout va bien visiblement. Donc là, on a fini avec la septième situation. Maintenant, on verra les entourages, les membres d'entourage qui sont également présents sur la fiche. Donc, les membres qui peuvent être les membres de la famille, les amis ou même les voisins, ils sont assis sur un banc un petit peu en retrait, à distance. Ils émettent des commentaires, ils observent de loin sans intervenir directement pour soutenir des personnes procédantes. Il est possible d'interpréter différemment les conversations qu'ils mènent entre eux. On voit aussi qu'il y a des arbres qui les cachent, mais on est quand même capable d'entendre ce qu'ils disent. Donc, la première personne, il dit, il a l'air d'avoir besoin d'aide. Ce n'est pas de nos affaires, c'est son choix. Maintenant, l'entourage présent sur le parcours, mais l'entourage bien traitant. Donc, on voit ici, au contraire de l'image précédente, des membres de l'entourage, encore une fois, qui peuvent être les membres de la famille, les amis, les voisins, qui encouragent les personnes procédantes dans leur parcours. On voit qu'il offre des fleurs et des marques d'amour, donc le petit cœur qui a été dessiné. Donc, ici, il est possible d'entamer la discussion, ce que l'entourage peut faire pour être bien traitant envers les personnes procédantes. Maintenant, on verra rapidement les intervenants bien traitants. Donc, la diade aidant aidé qu'on a vu tantôt, soit Rachid et sa grand-mère en fauteuil roulant, se dirige vers une halte de repos où se trouve intervenant qui encourage et offre de l'eau. Donc, c'est le monsieur devant la table, habillé en bleu. Puis derrière la table, l'intervenante est située un petit peu plus en retrait. Elle attend que les personnes procédantes lui demandent son aide avant d'intervenir. Elle est là, elle est disponible, aidante, mais moins active dans son offre de service. Donc, ici, on peut aborder le rôle des intervenants dans la bientraitance envers les personnes procédantes, mais aussi en quoi parfois les intervenants peuvent être maltraitants. Puis, ici, rapidement, on voit
En plus de personnages, donc en plus de personnages sur l'affiche, il y a également différents symboles qui ont eux aussi ils ont des différentes symbolisations, puis ils peuvent aussi faire l'objet de discussions qu'on peut faire si vous le désirez. Donc, si je reviens à la fiche, et je fais un stop. Donc là, ici, on revient à la fiche donc, où on voit nos 7 personnes procédantes, où on voit les intervenants, où on voit les membres de l'entourage maltraitants et bien traitants. Donc, c'est à vous de me dire, c'est à vous de choisir de quelle situation aimeriez-vous qu'on discute un petit peu plus en détail. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait aborder une situation précise? Sinon, je peux me lancer. Oui. Ben, moi, ça avait rapport avec une des questions que je voulais poser plus vers la fin, mais en fait, ce qu'on voit souvent là, dans les familles, il y a souvent une personne. Donc, si on prend plus les proches aidants d'aînés, donc un enfant qui est proche aidant d'un parent, il y a souvent plusieurs enfants, puis je ne sais pas pourquoi, il y en a souvent un qui est comme dédié à la tâche complète d'être proche aidant. Donc, cet enfant-là qui assure toutes les tâches, les accompagnements médicaux, les repas, le lavage, peut-être même l'entretien de la maison de leurs parents s'ils ne sont pas encore en centre. Puis, aussi les commentaires des frères et sœurs qui s'impliquent plus ou moins, qui se tiennent à l'écart, mais qui se mettent leur vie un petit peu là-dedans, puis qui imposent leur vision des choses à leurs frères ou à leurs sœurs. Donc, je pense que la situation qui se rattachait à ça, ben, c'était un petit peu les personnes, tu sais, que j'allais dire les personnes dans les arts, mais eux autres, ils sont plus là à titre de juge externe, ils ne s'en mêlent pas. Mais sinon, ça pourrait être. Mais ce que j'entends, c'est vraiment l'imposition du rôle Oui. de personnes procédantes. Donc, on l'a vu au début de la présentation quand j'ai présenté les manifestations de la maltraitance envers les personnes procédantes qui ont suivi les sources. Donc, l'imposition du rôle, on peut le voir dans plusieurs situations. Mais moi, j'aimerais vous entendre. Dans quelle situation vous voyez l'imposition du rôle? Moi, là, je dirais le 3. Parce que déjà, tu as comme la madame, je pense, c'est une femme, ça, en tout cas. Elle a déjà sa famille, mais elle tient quand même à la cœur d'avoir soin de sa mère, je pense. Fait que là, elle se sent imposée parce que c'est beaucoup, là. Effectivement, c'est une excellente réponse. Donc, dans cette situation, la situation 3, donc on voit la prochaine que l'on appelle monde, donc évidemment, on peut varier le prénom, il n'y a pas de souci. Donc, c'est ça. Anna, je pense que le bruit venait de chez toi, mais là, il est disparu. Ah oui, j'ai rien entendu, excusez-moi. Je pense que c'est correct maintenant. OK, vous m'entendez bien? Parfait. Donc, on peut dire que dans cette situation, ça se peut que Maude, elle s'est fait imposer son rôle. Donc, on voit qu'elle est proche aidante de sa mère, qui lui téléphone parfois pendant ses heures de travail. Donc, ça se peut que Maude soit aussi dérangée durant ses occupations. Donc, Maude a le fort sentiment de lui être indispensable parce que personne d'autre, probablement dans leur entourage, ne peut donner des soins de façon aussi adéquate qu'elle le fait. On voit aussi dans cette situation
qu'un monde s'occupe ou prend soin également de son enfant qui refuse de coopérer dans cette situation et qui a peut-être des incapacités et a lui aussi besoin d'assistance. En plus d'avoir des obligations, professionnelles pour moi, parce que vous voyez qu'il a un casque, probablement il travaille dans la construction. Oui, c'est ça. Donc, on peut se demander où est sa possibilité dans cette situation de dire non, de refuser un de ce rôle. Donc, c'est comme probablement par le concours de circonstances, il s'est juste retrouvé dans cette situation. Il s'est fait imposer finalement le rôle d'être la proche aidante pour sa mère, mais également pour son fils. Là, j'ai vu plusieurs mains. Je vais vous laisser gérer, Madame Martel. Oui, en fait, Sylvie a levé sa main. Donc, Sylvie, tu peux y aller. Et moi, c'est juste une remarque que je voulais faire. Par rapport au rôle de proche aidant, je n'ai pas une expérience là, très grande à ce niveau-là, mais moi, par rapport à ce que j'entends, souvent, le rôle, c'est un rôle qui est davantage imposé. Puis là, quand je dis imposé, là, je le mets en guillemets dans le sens où, bien évidemment, la personne proche aidante va avoir de la considération, de l'amour pour la personne qu'elle aide. Là. Ça peut être ton conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Donc, effectivement, il y a cette notion-là d'attachement envers la personne. Mais souvent, ce n'est pas un rôle nécessairement qu'on choisit. Donc, il faut faire attention à ça aussi, je pense. Là. Puis, je pense qu'il faut prendre ça aussi en considération. Puis, dépendamment des dynamiques familiales aussi, je pense que le rôle peut être soit allégé ou soit vraiment une surcharge énorme là, pour les proches aidants. Puis, quand on parle de maltraitance, mais ça va dans le même sens, je pense que dans les meilleures familles, ça peut arriver, là, des conflits qui soient difficiles à régler, là. Mais je pense que dans les familles déjà dysfonctionnelles, ou en tout cas, à tout de moins, dans les familles où il y a déjà certaines tensions, particulièrement, je dirais, dans les familles où il y a de l'argent en jeu, des fois, ça peut jouer difficilement, là. Et puis, c'est ça. Puis des fois, ce que j'ai vu ou entendu aussi, c'est que quand le parent va bien, c'est facile d'aller visiter papa ou maman là, le dimanche après-midi quand il fait beau puis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais quand le parent ou quand, en tout cas, quand ça va moins bien dans la vie de la personne, tout d'un coup, il y a bien des obligations que les frères et sœurs prennent, que la personne se retrouve seule. Au niveau de la maltraitance, ça, c'est un point, je pense, qui est important aussi. Effectivement, c'est très pertinent. Moi, je me suis noté 2 points. Donc, concernant l'imposition du rôle de la personne proche aidante, donc, il est possible de dire quand donc, les sources de la maltraitance dans cette situation, ça peut être soit la personne proche aidante elle-même, donc elle peut imposer son rôle lui-même. Ça peut être aussi de la part des institutions, comme on l'a vu tantôt. Donc, les institutions, de façon directe ou indirecte, peuvent le faire. L'imposition du rôle aussi peut provenir de l'entourage, donc la famille, les amis, etc. Puis également, l'imposition du rôle peut provenir de la personne aidée. Puis aussi, une autre chose intéressante que je me suis notée puis que je voulais vous partager, c'est que quand on a fait la recension des écrits, on a trouvé quelques recherches, quelques études qui ont été faites concernant l'imposition du rôle qui se faisait dans le cas particulier des enfants envers, donc les enfants qui sont devenus les proches aidants de leurs parents. Puis quand ces enfants-là étaient jeunes, eux, ils étaient maltraités de toutes les façons possibles par leurs parents. Donc là, ces enfants sont grandis, sont devenus adultes, puis là, c'est
le parent qui a besoin d'aide, qui a besoin d'être pris en charge, aidé dans toutes sortes de différentes situations. Puis là, on voit que souvent, la maltraitance que ces parents ont exercé quand les enfants étaient jeunes, ils se réactivent et ils recommencent dans cette situation de proche aidance. C'est juste une petite remarque, là, la dernière intervention, ça m'a fait penser à ça. Donc, est-ce que vous voyez peut-être des situations sur la fiche, une ou deux situations que vous aimeriez discuter plus en détail? Donc, ça peut être des situations des proches aidants qui sont identifiés avec les dossards, donc de 1 à 7, ou des proches, excusez-moi, pas des proches aidants, des intervenants ou des membres de l'entourage, ou ça peut être même les symboles aussi qu'on voit sur la fiche. Moi, j'aimerais apporter le point, là, les deux personnes qu'on voit à l'avant du chemin, les deux personnes âgées qui portent les deux des dossards, qui sont probablement les deux proches aidants, peut-être qu'ils sont auto-proches aidants l'un de l'autre. Ça, c'est des situations aussi qu'on voit lorsque les couples vieillissent, grandissent ensemble, puis ils se supportent dans leur maison, ils attendent le plus longtemps possible avant de déménager. Mais dans ces situations-là, des fois, c'est le quotidien, puis c'est le fait d'être toujours ensemble. À la retraite, on est 24 heures sur 24 toujours ensemble, puis c'est difficile de départager pourquoi la maltraitance, ou plutôt le fait que les deux personnes s'auto-tapent sur les nerfs, d'être toujours ensemble. Mais ça, le fait qu'on est toujours ensemble, ça peut développer des situations de maltraitance, que ce soit verbale, dégradante aussi, propos dégradants, de l'un envers l'autre. Effectivement. On a vu aussi dans la recension des écrits qu'on a faite que la maltraitance dans un couple, donc ça peut être une maltraitance qui se poursuit tout simplement. Donc, les relations étaient déjà difficiles avant la situation de proche aidance, donc avant qu'un ou l'autre, ou même les deux, ont pris ce rôle. Donc, ça se peut que c'est juste une poursuite une poursuite qui se poursuit. Ou ça se peut que ce soit la situation de proche aidance en soi qui a fait comme un catalyseur de la situation de maltraitance. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail la situation 5 et 6, donc, comme je vous ai présenté tantôt, c'est la situation de Joanne et Louis, donc les aidants numéro 5 et 6. Quelles sont vos réactions vis-à-vis de cette situation? Vas-y, Diane. Non, c'est correct. Dani, vas-y. Ben, moi, je trouvais que la madame, en tout cas, elle a l'air. Elle est trop chargée, là. Elle est négligée et elle a trop de paquets, vraiment. L'autre, le monsieur, il aurait pu en prendre une. Il a les mains dans les airs, il ne sait pas quoi faire. Fait que je trouve qu'il aurait pu prendre lui-même un sac, là, au lieu de limoner, puis en tout cas, la canne dans les airs. Je ne sais pas pourquoi il y a une canne, là. Mais peut-être il donne des coups de canne. Il donne des coups de canne? OK, ouais. Moi, c'est ça que je vois, là. Effectivement, c'est très pertinent. Donc, on voit aussi que la madame n'est pas convenablement habillée pour faire ce parcours. Donc, on voit par exemple, si on compare avec les situations saines, donc la situation de Rachid, lui, elle a des pantalons, elle a des souliers adaptés. Contrairement à Joanne, donc la prochaine numéro 5, on voit qu'elle a des gougounes, que ce pas des souliers qui sont adaptés à la démarche. On voit qu'il a plusieurs sacs, probablement très, très lourds, que monsieur pourrait l'aider aussi prendre quelques sacs là, pour faire cette démarche. Oui, j'ai vu une main levée. Oui, c'est Encore une fois, c'est juste une remarque, mais
ici, on peut supposer que c'est un couple. Donc, il y a toute la dynamique familiale aussi, là, et là, je vais aller dans les stéréotypes, là, je sais, là, mais c'est vrai aussi en 2021, là, mais chez les couples un peu plus âgés, bien, peut-être que les hommes prenaient un peu plus de place que certaines femmes là, au sein du ménage. Donc, des fois, c'est juste comme la poursuite, je dirais, de la façon de faire du couple. Puis, je ne suis pas en train de nier là, la maltraitance qu'il peut avoir au sein du couple, là, mais au-delà de la maltraitance, toute la violence conjugale qui peut être, je le mets en guillemets encore une fois, acceptée ou en tout cas minimisée là, de part et d'autre là, dans la dynamique familiale du couple. Donc ça, je pense que c'est un aspect aussi comme intervenant auquel là, il faut s'attarder. Puis comme proche aidant, bien, je pense qu'il faut avoir le courage, ce qui n'est pas toujours facile, de dénoncer une situation de maltraitance quand c'est envers une personne qu'on aime, là. Donc, pour aller chercher de l'aide pour que la situation là, s'arrête, parce que ça ne doit pas être facile, particulièrement quand on est vieillissant. Il y a plein d'autres aspects à tenir compte. C'est en plus, il y a cet aspect de maltraitance-là qui embarque, là, mais surtout quand c'est une situation qui perdure depuis plusieurs années, ça doit être davantage difficile. Donc, moi, j'aurais tendance à dire dans une situation comme celle-là, pour la personne qui se sent maltraitée ou en tout cas victime d'abus quelconque, bien, c'est important de dénoncer cette situation-là. Puis pour les intervenants, je dirais, bien, c'est important d'être à l'affût puis d'accompagner ces personnes-là pour les aider le mieux possible, là. Effectivement, c'est très pertinent ce que vous amenez. Puis c'est à la conception de la fiche, là, c'était prévu que dans cette situation, donc dans les situations 5 et 6, on soit capable de voir l'utilisation de violences psychologiques ou physiques. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples. Donc, ça c'est juste des interprétations. Là, on peut vraiment voir des choses différentes, là. Mais ce qu'on a prévu initialement dans le guide, c'est que Joanne, il se peut qu'elle soit contrôlée ou intimidée par Louis. Donc, on voit dans cette situation que Louis, il marche devant Joanne. Ça se peut qu'il contrôle le trajet qu'ils sont en train de suivre. Ça se peut que les dés soient exigeants. Il refuse ou minimise son besoin de repos. Il refuse que quelqu'un d'autre s'occupe de lui. Donc, quelqu'un d'autre autre que Joanne. Donc, on voit qu'il formule des menaces de suicide ou de violence physique lorsque Joanne veut demander de l'aide ou parle de le confiner en hébergement. Les dés présentent un visage fâché, donc ça c'est lui, les dents numéro 6, et a également une bulle qui indique un discours agressif. Il donne parfois, comme je disais tantôt, des coups de canne. Est-il violent ou réagit-il à une agression qu'il reçoit de la part de Joanne? On ne le sait pas. Joanne se sent coupable ça se peut qu'il se sent coupable aussi d'avoir mis au monde un enfant avec un handicap. Lui, le lui reproche. C'est juste des exemples des différentes interprétations, des exemples aussi qui étaient nommés lors des entrevues individuelles et des groupes de discussion qui ont été menés dans le cadre de cette recherche-action. Puis ces situations-là, vraiment des situations vécues par les personnes proches aidantes qui ont inspiré la conception de cette affiche. Je ne sais pas si ça devient un petit peu plus clair au fur et à mesure qu'on en discute. Oui, je vois une main levée. Je ne vois pas les noms, malheureusement. OK, Sylvie. Sylvie, oui. Le nom de Sylvie. Moi, ben, pour faire du chemin sur les dernières interventions, tu sais, dans le fond, dans ces dynamiques de couple-là ou chez les aînés, là, où il y a un dominant et un dominé, là, tu sais, je me dis, se sortir de ces situations-là, je pense que c'est excessivement difficile. On le voit ce qui se passe
chez des couples plus jeunes avec les multiples féminicides que l'on vit au Québec présentement. Ce sont des jeunes, ce sont des gens qu'on pourrait penser un petit peu plus outillés. Alors, je me dis, chez les couples aînés, quand ça fait 50, 60 ans que tu vis avec l'autre personne, puis que tu t'as toujours été dominé, c'est très difficile de sortir de ça, puis on n'est pas toujours au courant de ce qui se passe. La preuve que c'est si difficile, c'est qu'on le voit, s'il y en a un des deux qui décède, seulement le dominant qui décède, on voit que l'autre, ou tout à coup, là, la personne devient, là, mon Dieu, elle prend sa place, là, enfin, là, probablement ce qu'elle n'a pas pris pendant tant d'années, tu sais. Alors, de déceler ça, c'est pas évident, puis même pour des enfants, je pense que les enfants peuvent se rendre compte de la situation, mais comment aider des gens dans des situations comme ça? Parce qu'évidemment, la personne qui se fait dominer à cause de ce qu'elle vit et à cause de sa situation, des fois un petit peu plus victime, c'est pas elle qui va aller cogner à une porte puis dire « Regarde, j'ai besoin d'aide. » là. En tout cas, puis je pourrais faire un lien avec ce qui a été mis en place à la MRC, là, le programme des éclaireurs, là, que des fois, les voisins, parce que les enfants, on n'est absolument pas les mieux outillés pour aider nos parents. C'est pas une situation que j'ai vécue, là, j'ai vécu de la proche aidance autrement, là, mais c'est pas les enfants qui sont outillés pour ça. Fait que des fois, je sais pas, là, je trouve que le programme des éclaireurs, dans ce sens-là, peut peut-être aider dans des situations comme ça, là. Donc, voilà, c'était ma petite intervention. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, le nom du programme? C'est les éclaireurs. Les éclaireurs, OK. C'est un programme mis en place à la MRC de Quaticook. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, hein, Jenny? Je ne sais pas si ça existe ailleurs. Oui. Ça s'appelle les Sentinelles. Ça, je pense que c'est à la largeur de la province, là, si je me souviens. Okay. En gros, Anna, c'est un programme où est-ce qu'on forme à repérer des aînés en situation de vulnérabilité. Puis on les repère premièrement, puis en deuxième temps, on les réfère aux travailleurs de milieu pour aînés dans notre MRC de Quaticook. Mais ça, pour que ça fonctionne, il faut premièrement que les personnes sortent de chez eux. On repère ces situations-là dans des lieux publics comme les parcs, les restaurants. Là, on est en zone jaune, fait que ça va mieux, mais durant la zone rouge, c'est pas super. Là, les personnes sont isolées chez eux puis sont prises avec leurs propres problèmes. C'est ça. Mais merci pour cette explication. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ce programme-là, mais ça a l'air super pertinent. En lien avec cette dernière intervention de Sylvie, qu'est-ce que, selon vous, pourrait être bien traitant, donc pour Joanne ou pour Louis ou pour le couple? Donc, qu'est-ce qui pourrait être bien traitant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une telle situation que je vous ai présentée? Anna, hier, on a eu une rencontre, là, comme je parlais tout à l'heure, puis on a vu les 9 principes de la charte de bientraitance de l'Estrie envers les personnes aînées. Puis, tu sais, ce qui revenait souvent, tu sais, c'était de favoriser l'expression, tu sais, des besoins des personnes. Donc, leur ouvrir la porte afin qu'elles s'expriment d'eux-mêmes c'est comme ça qu'on va pouvoir déceler qu'est-ce qu'elles ont besoin, comment que ça va, qu'est-ce qui ne va pas. Fait que, d'ouvrir une porte pour qu'elles puissent s'exprimer tout d'abord. Je rajouterais peut-être, un petit peu, là, j'essaie de me mettre la face. Oui, OK. Tu sais, c'est ça, ce que tu dis, qui exprime le besoin, mais en même temps, qui sache où aller cogner. C'est quoi les services qui existent, tu sais? C'est pas évident. Tu sais, je regarde ici, moi, comme je suis conseillère, là, responsable des questions familiales et des aînés à Compton, mais les gens nous le demandent, là, tu sais, on peut-tu avoir comme la liste de tous les services, tu sais, que ça soit facilement divulgué aux gens pour que la journée où ils en ont besoin, qu'ils sachent
quel numéro de téléphone appeler, où aller cogner, etc. Là, tu sais, je ne suis pas sûre que les services, puis il y en a plein, je le sais, il y en a plein à la MRC des services, là, tu sais, ben là, je parle de la MRC de Quaticook parce que je fais partie de cette MRC-là, mais je ne suis pas sûre que les services sont si connus des gens. Puis, tu sais, quand tu es pris dans un problème, bon, tu es dans une situation où c'est très difficile, me dire, si tu n'as pas le numéro de téléphone à côté de toi, là, au moment où tu en as besoin, tu vas comme rester pris dans ton problème, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, on le sait, là, comme adulte, on vit quelque chose, on a un ami pas loin, on peut l'appeler, on sait où aller frapper, on sait qu'on a un ami, etc. Mais des gens qui sont isolés, parce que c'est souvent le cas, hein, des gens qui sont isolés, alors s'ils ne connaissent pas les services, je ne sais pas de quelle façon. En tout cas, moi, je pense que c'est sur quelque chose sur lequel on se penche, nous autres, c'est dans la municipalité, de dire comment on peut faire connaître davantage tous les services qui existent, parce qu'il y en existe beaucoup. Puis, tu sais, quand vous faites des rencontres, il y en avait, là, avant la pandémie, il y en a eu, là, je suis allée à des rencontres, mais, tu sais, c'est pas tout le monde qui est là, tu sais, c'est... Fait que ça, en tout cas, c'est une piste peut-être, là, un outil qui serait, mais de quelle façon on peut le faire, je ne sais pas. Je ne sais pas dans les autres MRC. Ouais, je vois que Daniel a la main levée, là. Je vois plusieurs mains. Merci pour votre intervention. Effectivement, c'est ressorti aussi dans les groupes de discussion, les entrevues individuelles, vraiment le fait qu'il y a plusieurs services existants qui peuvent aider dans différentes situations, mais si on n'a pas accès au moment opportun, au bon moment, mais ça ne nous aide pas. Mm. Je vois plusieurs mains. Madame Martel, je vais vous laisser gérer. Ben, en fait, là, il y avait Daniel qui a levé la main, mais Sylvie, c'était avant Daniel, fait que je ne le sais pas. Sylvie, veux-tu laisser Daniel s'exprimer vu qu'elle n'a pas encore eu la chance de le faire? Oui. OK, Daniel, vas-y. Il manque juste ton micro, Daniel. Oui, ce ne sera pas très long. C'est simplement que la table régionale contre la maltraitance des aînés a rédigé très récemment, ce printemps, un répertoire des ressources avec le mode d'emploi. C'est très, très complet. Je l'ai diffusé à la table de concertation des aînés de la MRC de Quaticook, qui est un peu partout. Maintenant, ça me fera plaisir, chère Sylvie, au moins à toi de te le faire parvenir. Mais je pense que vous l'avez... Janie, hein, le répertoire, où je l'avais fait parvenir également à Serge Fournier. C'est qu'on est très nombreux, hein, puis parfois, là, ça ne se rend pas partout. Mais je vais te le faire parvenir, si tu veux, Janie. Et puis à ce moment-là, dans ton réseau, tu pourras le diffuser effectivement. Oui, en effet. Merci. C'est vraiment la formule papier qui fonctionne. Hein? Tu ne m'oublieras pas. Non. D'accord, je te l'envoie maintenant. D'accord, merci. Sylvie Lebrun. En fait, ce que je voulais ajouter, je suis du même avis que Madame, l'autre Sylvie. Effectivement, il faut connaître les ressources, mais une fois qu'on a accès à ces ressources-là, c'est pas facile pour une personne de dénoncer cette maltraitance-là. Et quand il faut répéter sans cesse notre histoire parce qu'on n'a jamais la même personne devant nous, bien, ça peut être problématique. On n'a pas envie. Déjà, de le dire une fois, ce n'est pas facile. De le répéter à chaque nouvelle personne, nouvel intervenant, ce n'est pas simple. Donc, moi, je pense que quand on parle de bien-traitance, je pense que c'est important d'avoir un intervenant pivot pour la personne proche aidante, pour que cette personne-là puisse avoir une personne en référence qui est toujours la même, qui connaît la situation, qui connaît l'aider, qui connaît la dynamique, qui connaît la personne proche aidante, puis elle n'a pas besoin de répéter à chaque fois son histoire. Fait que ça, je pense que d'avoir un intervenant pivot, je l'appelle comme ça, là, mais je pense que ça pourrait s'inscrire là, dans la bientraitance pour éviter ces désagréments-là, d'avoir à répéter des situations qui ne sont pas nécessairement intéressantes à dénoncer. Effectivement. Donc, est-ce qu'on peut dire aussi que le fait d'avoir un seul intervenant à qui on pourrait référer, donc un intervenant pivot, est-ce que ça pourrait aussi faciliter la dénonciation de cette situation de maltraitance?
Bien, effectivement, sauf que quand on parle de dénonciation, je pense qu'il faut faire attention aux mots parce que parfois, pour les personnes qui en sont victimes, elles ne veulent pas nécessairement, quand elles entendent dénonciation, pour elles, c'est peut-être synonyme de dénonciation à la police, puis tout un processus, puis tout ça. Puis des fois, c'est pas ça que la personne veut, puis c'est pas ça qui est nécessaire. Parfois, d'avoir une personne neutre qui aide à dénouer la situation, ça peut être apaisant de part et d'autre, là. Parce que c'est ça, des fois, les situations, là, avant que ce soit dramatique, là, c'est important de dénouer, mais c'est pas toujours devant un tribunal ou devant la police qu'on va faire ça, là. Fait que je pense que c'est ça, je pense que oui, d'avoir une personne qui est présente, ça peut être aidant. Ou plutôt la prise de conscience qu'on vit une situation de maltraitance, donc que c'est pas normal que je sois maltraitée. Mais c'est vraiment difficile. Moi, parenthèse, je donne mon exemple personnel. Je n'étais pas une personne aînée, je n'étais pas une personne dominée, je n'étais pas une personne qui manquait de confiance en elle. J'avais 34 ans, en pleine possession de mes pouvoirs, de mes capacités. Puis, je suis devenue la proche aidante de mon mari. Puis, j'en ai vécu des situations où, sur le moment, je ne voyais pas ça comme de la maltraitance. C'est après coup, une fois que mon mari était décédé, puis une fois que j'en parlais. Mais quand mon mari choquait ou quand il me poussait, puis je rentrais dans le mur, en fait, j'expliquais ces comportements qu'il n'y avait jamais eu auparavant de violence à mon égard. Bien, j'interprétais ça par le fait que c'était la maladie qui faisait ça. C'était pas mon mari qui avait un comportement comme ça, c'était quelque chose de complètement dehors de lui. Fait que je me dis, si déjà je suis une personne un peu plus vulnérable, si déjà je vis dans une situation, comme le disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, une dame disait, dans une relation dominant-dominé, nous, on avait une relation d'égal à égal. Fait que ça doit d'autant plus être difficile à dénoncer là, une situation de maltraitance. Fait que moi, je peux comprendre qu'une personne, particulièrement une personne aînée, n'ait pas envie, elle n'a pas envie que les gens se mêlent de ses affaires, elle n'a pas envie de dénoncer ça, elle n'a pas envie parce qu'elle ne veut pas que les yeux se portent vers elle, elle ne veut pas que les gens jugent son mari ou que le mari ne veut pas que les gens jugent sa femme. Je peux très bien comprendre une situation là, comme celle-là. Ce sont des situations qui sont vraiment délicates. Puis, vu de l'extérieur, ça peut paraître parfois simple à régler, une situation de maltraitance, mais il y a de grands enjeux. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a une relation, il y a quelque chose, il y a un lien d'amour, d'amitié ou d'amour-haine, je ne sais pas comment le nommer, derrière cette relation-là de maltraitance. Là. Je comprends tout à fait. Puis merci aussi pour ce partage, de nous avoir partagé votre situation, donc qu'est-ce qui est arrivé avec vous. Est-ce que je ne vois pas l'heure? Je me demandais si on aurait encore le temps là, pour voir une autre petite situation ou non. Il est 2 heures, fait que c'est à la guide des personnes ici présentes. Moi, je pense qu'on pourrait en voir une dernière. OK, parfait. Est-ce qu'il y a une situation que vous aimeriez voir? Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle situation. Moi, j'aimerais beaucoup parler de la situation en bas à gauche, là, des intervenants de la santé qui parlent entre eux avec la personne aidée puis qui laissent le procédant à l'écart. Bien, ça, malheureusement, c'est des situations qu'on voit beaucoup trop souvent ou simplement, tu sais, moi, je fais référence beaucoup à ce qui se passe dans les centres de soins depuis le début de la pandémie. Les proches aidants ont tellement été laissés à l'écart. Même encore aujourd'hui, il y a des situations qui me sont comptées quasiment chaque semaine de proches aidants qui n'ont pas eu accès à aller voir leur aidé. Ou, par exemple, un enfant qui a eu une opération d'urgence ou un parent, puis personne ne peut lui rendre visite. C'est écrit là, au CHU ici à Sherbrooke qu'aucun visiteur n'est accordé, sauf sous exception de certaines situations. Mais ce n'est pas du tout ce qui est communiqué au niveau gouvernemental. Là. Toute personne a droit
toute personne proche aidante a droit, n'a même pas besoin de prouver son statut de proche aidant pour aller rendre visite. Tu sais, c'est une personne, mais ils se font encore refuser l'accès. Les personnes proches aidantes ne sont encore pas à ce jour assez reconnues auprès des professionnels de la santé. Donc, ça, je pense que c'est un problème de société qu'il faut régler par la sensibilisation, mais cette situation-là de la madame à l'écart, ça ne me surprend pas parce que ça arrive souvent. Puis effectivement, quand la fiche a été créée, c'était au moins un an ou 2 ans, même avant que la pandémie est arrivée. Donc, vous voyez que la fiche peut être très versatile puis s'appliquer même dans la situation pandémique actuelle. J'ai vu la main levée de Sylvie, je pense. Ah, ben tantôt, c'était pour c'était l'autre Sylvie Lebrun qui disait bon, important d'avoir comme les mêmes personnes, les mêmes références, puis tout ça, mais ma question est très technique, là. Je sais que, tu sais, dans les organismes, tout ce qui est organisme communautaire, là, tu sais, il y en a beaucoup à Quatico, puis tout ça. Puis je lisais dans la presse hier, je pense que, tout à coup, ils débloquent des budgets, là. Mais j'espère que ça va se rendre, parce qu'il y a ça aussi, tu sais, c'est pas normal, on le voit, là, les besoins sont très grands, tu sais, que ce soit au niveau de l'itinérance, que ce soit là au niveau dont on parle de proche aidance, les besoins sont énormes, mais mon Dieu, que les argents ne suivent pas. C'est pas normal que des organismes qui sont si importants auprès des citoyens soient toujours en recherche d'argent, puis que là, ils ne savent pas est-ce qu'on va pouvoir poursuivre, puis tout ça. En tout cas, c'est une petite parenthèse. Là. Quand j'ai lu ça hier, ça a fait comme « yeah », mais est-ce que ça va se rendre justement dans les poches des gens qui en ont besoin, dans ces organismes-là, qui en ont tant besoin auprès des citoyens? C'était mon petit éditorial. Effectivement, excusez-moi. Ben, en fait, j'allais juste ajouter, je suis du même avis qu'elle, puis on en parlait encore hier dans une rencontre, puis j'ai eu la chance d'en parler dans certaines rencontres de concertation que j'ai eues là, dans les derniers 6 mois. Il y a aussi un problème d'arrimage avec le CIUS et les organismes. Oui. Ça prend reconnaissance aussi des organismes. Aujourd'hui, les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, qui vont là parce qu'ils n'ont rien à faire. Ce sont des professionnels aussi. C'est des professionnels qui ont choisi le communautaire, mais ce sont des professionnels. Moi, les personnes que je connais qui travaillent dans le communautaire, ce sont des diplômés. Ce sont des personnes qui sont diplômées en travail social, en technique de travail social, en technique d'éducation spécialisée, qui ont des baccalauréats variés dans toutes sortes de domaines, des maîtrises. Donc, c'est des gens qui sont formés, contrairement à ce qu'il y en a d'autres qui peuvent penser. On n'est pas une gang d'imbéciles. Il y aurait besoin de cette reconnaissance-là aussi du communautaire. Tout à fait. Puis payer à des salaires, en tout cas. On ne rentrera pas là. Non, c'est ça. Tu sais, des affaires 18 $ de l'heure, là, avec une maîtrise puis un début de doctorat, là, tu sais, pour payer communautaire. Mais enfin, c'est un autre sujet. Mais c'est ça. Le manque de services et le manque de... Oui, tout à fait. Oui. Puis ça m'a fait penser également, c'était abordé par les intervenants lors des groupes de discussion là, qui ont été menés dans le cadre de cette recherche-action. C'est qu'il y a aussi toute la volée de reddition de comptes qui est très lourd, tu as comme tout le temps besoin de justifier le service que tu offres auprès de tes bailleurs de fonds qui ajoute une charge énorme aux intervenants. Parce que oui, tu offres le service aux proches aidants, tu vois qu'ils en ont besoin, tu vois que c'est pertinent, mais comme de l'autre côté, envers les bailleurs de fonds, tu es comme toujours là à chaque année. Si tu as par exemple la subvention là, par projet, là, il faut que tu démontres ton impact, ce que tu fais. Juste une parenthèse, effectivement, c'est ressorti aussi dans notre collecte de données. Donc, comme je disais tantôt, les données qui ont été ressorties lors des groupes de discussion ou des entrevues individuelles, si vous vous rendez sur le site du regroupement des aidants naturels, vous pouvez les voir, vous pouvez les consulter. Donc, vous pouvez voir aussi où exactement, dans quelle région la collecte de données a été menée. Et les données, donc ça peut être très, très pertinent, puis c'est facile d'accès aussi.
Donc, on va poursuivre. Il me reste encore, je crois, une diapo avant la fin, puis on va pouvoir aussi nous échanger à la fin. Puis concernant aussi, Madame Martel, concernant le programme puis le répertoire, si vous pouvez le partager avec moi et avec Julien, probablement il peut être aussi affiché sur le site de la chaire. OK, notre programme qu'on parlait tout à l'heure avec Daniel Lamontagne. Le programme, oui, mais j'ai parlé du répertoire. Il y a eu un répertoire qui a été publié, je pense, puis on en a discuté tantôt, puis qui a été rendu disponible hier, il y a quelques jours, il y a eu quelque chose comme ça. L'étincelle? Non, mais Daniel, je pense que c'est ce dont Daniel faisait mention tantôt, hein? Oui, moi, je ne comprends pas tout à fait, Anna, ce dont tu parles, là, parce que tantôt, avec Daniel Lamontagne, on parlait du répertoire de toutes les ressources mises à la disposition des aînés et proches aidants, là, je pense. Donc, toi, c'est ça. Ok. Je parle de ce répertoire-là. Oui, je vais pouvoir te le partager, te l'envoyer par courriel, en fait, à Julien, là. Je vais lui envoyer. Parfait, merci beaucoup. Donc là, voici la fiche dans son ensemble. Vous voyez qu'une fois qu'on a discuté chacune, pas chacune, mais on a discuté de quelques situations, il paraît différent. On peut même dire que c'est devenu un petit peu plus clair. Donc, j'aimerais terminer la présentation en vous parlant de la bientraitance, qui est le titre de la fiche. Parce qu'à l'analyse des résultats, nous avons pu proposer la définition de la bientraitance envers les personnes proches aidantes. Donc, la bientraitance envers les proches aidants est une démarche d'accompagnement global. Elle vise à promouvoir leur soutien, l'écoute de leurs besoins et la valorisation de leur apport, de leur expérience et de leur expertise dans la vie quotidienne afin de prévenir la maltraitance. Puis, c'est à vous de jouer maintenant. Donc, si vous avez des questions ou si vous aimeriez avoir plus d'informations sur la recherche, n'hésitez pas à contacter la chercheuse principale, Madame Sophie Etier. Donc, je ne vous ai pas dit au début, mais c'est également ma directrice de recherche. Donc, je vais poursuivre mes études à partir de septembre au doctorat, au programme de doctorat en travail social. Puis, Madame Etier est également ma directrice de recherche. Puis, j'aimerais vous remercier pour votre participation. Cette étude a été rendue possible grâce au financement du programme, grâce au financement du gouvernement du Québec, excusez-moi, par l'entremise du programme Québec Amis des aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous les remercions de leur confiance. Comme je mentionnais tantôt, pour télécharger les outils, simplement aller sur le site du RANC où tous les outils et éventuellement les 3 PowerPoint narrés vont être disponibles. Donc, les outils, je vous rappelle, ça inclut la fiche, ça inclut également le guide qui accompagne la fiche. Il y en a 3 dépliants qu'on peut placer directement dans le guide. Ça reprend tous les dépliants, elles reprennent les situations de la fiche, donc les 7 situations, les intervenants, l'entourage, etc. Donc, et les 3 PowerPoint narrés, donc tous les outils ont été traduits également en anglais, donc sont disponibles en français et en anglais. Donc, vous pouvez les consulter en version PDF. Vous pouvez également les télécharger. Il y a des versions qui peuvent être imprimées, donc les versions imprimables. Et vous pouvez également faire la commande, faire la demande tout simplement en recrutement des aidants naturels. Puis eux, ils vont pouvoir vous transmettre les outils, tous les outils, une partie des outils par la poste, donc les outils imprimés.
Puis, vous êtes également invité à consulter le site web de la chaire pour de plus amples informations. Vous pouvez également vous abonner à la nouvelle infolettre mensuelle. Une fois par mois, vous recevrez les plus récentes nouvelles de l'équipe directement dans votre boîte courriel. Puis sur cette diapo, vous voyez le nom du site, donc www.maltraitancedesainées.com. Donc, ça fait le tour pour moi. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Je suis disponible. Moi, j'ai une question. Si on consulte tout en détail, là, tous les outils qui ont été produits, est-ce qu'on va avoir accès à des recommandations? Par exemple, si une personne qui est en situation elle-même, elle se pose des questions, est-ce que si elle consulte ça, elle va avoir des conseils, une ligne directrice pour l'accompagner sans nécessairement qu'elle fasse appel à des professionnels? Effectivement, on est en train de travailler là-dessus. Donc, il va y avoir des recommandations en matière de la bientraitance des personnes proches aidantes qui vont être produites. Donc, on est vraiment en train de travailler là-dessus. Probablement, fort probablement, ils vont être intégrés au rapport de recherche. Donc, il va y avoir un rapport de recherche détaillé de cette recherche-action, un rapport de recherche sommaire également, où il sera possible de consulter ces recommandations. Puis, fort probablement, ces recommandations vont également être publiées sur le site du regroupement des aidants naturels, encore une fois, en français et en anglais. Mais ça s'en vient dans les prochaines semaines, ce n'est pas encore prêt. Donc, la boîte à outils est disponible, pas en totalité. Donc, la seule chose qui manque, c'est vraiment les PowerPoint narrés ou les trois présentations enregistrées. Donc, ça s'en vient dans les prochains jours. Puis, ce qui va être ajouté, c'est les recommandations en matière de la bientraitance envers les personnes proches aidantes. OK, super. Ça arrive vraiment sous peu, donc j'ai hâte. C'est ça, on est vraiment à la fin de la recherche. Donc, d'ici début juillet, je crois que ça va être déjà disponible. Mais les PowerPoint ils sont déjà presque prêts, là, donc ça va venir vraiment dans les prochains jours. OK, super. Pour moi, en tout cas, pour ma part à moi, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui auraient des questions pour terminer ou quelque chose qui voudrait parler. Est-ce que la présentation a répondu à vos attentes? Oui? Oui. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un message dans le chat. C'est un petit merci. OK. Mais merci à vous. Merci d'être présent.